Alors, dans cette vidéo, on va parler de communication entre objets Java. Alors, quel est le problème? L'objet A veut communiquer avec l'objet B. Alors, dans le domaine de la communication entre objets, on dira plutôt que l'objet B veut être notifié par l'objet A d'un certain changement d'état de l'objet A. L'objet B veut être notifié par l'objet A d'un certain changement d'état dans l'objet A. Alors comment ça va se passer pratiquement? Pratiquement, on va faire en sorte que l'objet A puisse exécuter une certaine méthode dans l'objet B. Ici, cette méthode, je l'ai appelée getMessage, et elle se trouve dans l'objet B. Alors, A va pouvoir exécuter cette méthode à condition que A ait une référence à l'objet B. Comme par exemple ici, donc j'ai déclaré une variable que j'ai appelée refB, et qui est du type de l'objet B. À ce moment-là, dès que A a une référence sur l'objet B, eh bien, il va pouvoir exécuter la méthode getMessage sur l'objet B. Ok, donc c'est cette méthode getMessage ici qui sera exécutée. Alors, pour que A puisse avoir une référence sur l'objet B, eh bien, en fait, l'objet A va exposer une méthode registerListener qui prend en paramètre, donc un paramètre de type B. Et cette référence à l'objet B, il va l'enregistrer, bien sûr, dans la variable refB qui avait été déclarée ici. A pourra bien sûr alors exécuter la méthode getMessage sur l'objet B, puisqu'il aura ici une référence à l'objet B. Alors maintenant, il s'agit de faire en sorte que l'objet B puisse s'enregistrer auprès de l'objet A. Et donc pour ça, l'objet A expose une méthode qui s'appelle donc registerListener et qui prend en paramètre l'objet B, une référence de l'objet B, qui va être stockée effectivement dans l'objet, dans la variable ici. Et donc l'objet B, qui aura une référence à l'objet A, pourra exécuter cette méthode registerListener en lui passant this ici en argument. Donc je rappelle que this en fait représente l'objet B, donc c'est une référence à l'objet B. Et donc cette référence à l'objet B va être récupérée ici dans l'argument de la méthode registerListener, et donc l'objet A pourra enregistrer cette référence dans sa variable refB ici. Alors bien sûr, pour pouvoir exécuter cette méthode ici, il faudra que l'objet B puisse récupérer une référence à l'objet A. Donc il y a certainement plusieurs façons de le faire, mais ce que j'ai fait ici, c'est que l'objet B a une variable que j'ai appelée refA et qui est de type A, et va récupérer une référence à l'objet A dans son constructeur par exemple. Ok, donc on passe au constructeur, on se débrouille pour passer au constructeur une référence à l'objet A, et ici donc cette référence sera stockée dans la variable privée refA. Alors cette solution fonctionne très bien, on peut cependant la critiquer pour indiquer qu'il y a un problème qui est en fait le fait qu'il y a un couplage serré entre A et B. Effectivement, on a l'objet A qui maintient une référence à B et l'objet B qui maintient une référence à A. Donc on a entre les deux objets ici un couplage qui est un couplage vraiment serré. Et ça, en programmation objet, on va éviter d'avoir des couplages serrés entre objets. On peut avoir des couplages lâches, mais pas des couplages aussi serrés que celui qu'on a ici. Alors quelle solution on va adopter? La solution qu'on va adopter, c'est d'abord de créer une interface dans l'observable. Alors là, je viens de parler d'observable, c'est un vocabulaire qu'on utilise aussi en communication entre objets. L'objet donc qui va être chargé de notifier son changement d'état à des observateurs, on l'appelle l'observable. Et par contre, effectivement, les objets qui vont demander à l'objet A, qui vont demander à l'observable de les notifier quand il y a un changement d'état sur l'observable, s'appellent des observeurs. Donc ici, on va déclarer une interface que j'ai appelée eListener dans l'observable. Et cette interface, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle définit
et il définit donc une méthode getMessage. Et toutes les classes, tous les objets qui vont implémenter l'interface eListener devront implémenter ou redéfinir la méthode getMessage. Ok, donc c'est ce qui est fait ici. Donc d'abord l'objet B va commencer par implémenter donc l'interface eListener, et donc il devra redéfinir la méthode getMessage, et on aura ici donc une annotation @override qui signifie que cette méthode getMessage redéfinit la méthode getMessage qui est imposée par l'interface eListener. Donc on a maintenant un couplage lâche, puisqu'on voit qu'on a toujours une référence à A dans l'objet B, mais que maintenant on n'a plus de référence à l'objet B dans A. On a juste une référence à un objet qui implémente eListener. Ça peut être n'importe quel objet, ça peut être B, mais ça peut être un autre objet. Alors il faut changer un petit peu effectivement le programme, notamment dans registerListener. On a maintenant donc un paramètre de type eListener, et la variable qui enregistre la référence des observeurs, c'est une variable de type eListener. Donc ça change un petit peu l'instruction pour sauvegarder la référence de l'observeur dans la variable, et ça change aussi un petit peu l'instruction qui va exécuter getMessage sur la référence d'un objet qui implémente eListener. De sorte que A va être sûr et certain, donc qu'un objet qui s'enregistre pour être notifié en utilisant la méthode registerListener est un objet qui implémente la méthode getMessage. Donc cette instruction-là va toujours fonctionner. Dans le cas général, on peut avoir plusieurs objets qui vont vouloir être notifiés par un changement d'état de l'objet A. On peut donc avoir plusieurs observeurs. On peut avoir une liste d'observeurs. Donc en fait, dans la méthode registerListener, donc on va toujours récupérer, quand ces observeurs vont vouloir s'enregistrer, on va récupérer ici la référence à l'objet qui implémente eListener, mais par contre, on va vouloir l'enregistrer dans une structure qui est capable d'enregistrer plusieurs observeurs. Donc, tout petit changement ici sur la variable que maintenant j'ai appelée listeners avec un S, qui maintenant est une liste d'objets eListener. Et donc ici, on va utiliser la méthode add sur cette liste pour ajouter l'objet eListener à la liste. Alors cette liste ici, je ne l'ai pas définie je l'ai pas définie ici dans l'objet A, ça peut être tout simplement une ArrayList. Voilà, donc la technique de communication entre objets qu'on vient de mettre en œuvre est en fait une technique qui est définie et normalisée dans le Design Pattern Observer. Un design pattern décrit une solution standard à un problème de conception logicielle. Il en existe plusieurs, il y a plusieurs design patterns. Alors je vous conseille de lire l'article sur Wikipédia que j'ai noté ici, sur le Design Pattern Observer. Tout bon programmeur Java et tout bon programmeur Android doit savoir ce que c'est qu'un design pattern et doit connaître un certain nombre de design patterns. Ces design patterns peuvent très bien faire l'objet de questions lors d'un entretien d'embauche. Voilà, dans la prochaine vidéo, donc, pour un exercice pour mettre en œuvre ce design pattern, qui fera travailler ensemble un berger et ses chiens. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo.